Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haredi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Monsieur l'ambassadeur, la montée des tensions perdure dans la région, une crise profonde et sérieuse suite aux affrontements iraniens face à Israël et les États-Unis. Et toutes les guerres récentes ont démontré qu'il y a toujours des répercussions massives sur le côté humain. À votre avis, quelles seraient les spéculations ou quelles seraient les attentes quand il s'agit ou quand on veut parler vraiment du côté humain? Certainement, c'est une guerre totale contre l'Iran et indirectement contre les Palestiniens. Car durant les 10 derniers jours, les médias ont laissé de côté ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Alors c'est une guerre totale menée par les Américains et les Israéliens au Moyen-Orient. Certainement, il y a des conséquences, des retombées économiques, financières, politiques, ainsi que sur le plan humanitaire. Dans ce contexte-là, on a vu comment un missile américain a ciblé une école en Iran et dans laquelle presque 160 étudiantes, jeunes étudiantes, que leur âge ne dépassait pas les 10 ans, ont perdu la vie. Mais je crois que sur le plan économique et financier, les retombées seraient plus sévères et plus graves. Monsieur l'ambassadeur, comme vous l'avez mentionné, la région a enduré les conséquences de la guerre à Gaza. Et par conséquent, est-ce qu'on pourrait parler de réfugiés qui chercheraient à se déplacer, à traverser les frontières et aller dans les pays du voisinage? Dans le cas de l'Iran, ce n'est pas encore généralisé. Il y a des Iraniens qui ont traversé la frontière avec la Turquie, ainsi quelques-uns avec l'Azerbaïdjan. Mais il y a certainement un déplacement majeur à l'intérieur du Liban. Plus qu'un demi-million de Libanais ont évacué le sud-Liban pour aller se réfugier à Beyrouth à cause des frappes israéliennes et des menaces israéliennes de futures frappes. Et on aimerait passer un petit peu au côté économique, puisque aussi c'est lié aussi au fait que les réfugiés non seulement cherchent refuge au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau économique et au niveau de leur gagne-pain. À votre avis, quelles seraient les répercussions économiques de cette guerre sur la région? C'est déjà senti. Si vous prenez le cas de l'Égypte, le gouvernement égyptien vient d'annoncer l'augmentation du prix du gaz, du pétrole, ce qui va entraîner une hausse de prix et va contribuer à une hausse au taux de l'inflation dans le pays. Et ça, c'est un exemple plus près de nous. Et puis, il y a certainement le prix du pétrole, le prix du gaz naturel, car le Qatar, par exemple, le troisième producteur du gaz naturel du monde, a décidé de stopper la production, ce qui a conduit à une hausse de prix du gaz naturel en Europe de l'ordre entre 17 et 30%.
Alors ça va, ce qui va dire, ça va se répercuter sur le taux d'inflation dans ces pays-là. Et cela dit ainsi que sur la capacité ou la volonté, les décisions des banques centrales de baisser les taux d'inflation, les taux d'intérêt. Car si l'inflation augmente, alors les banques centrales vont hésiter de réduire le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Et même en Amérique, aux États-Unis, le prix du pétrole à la pompe a augmenté, ce qui vraiment va exercer des pressions sur le plan politique, sur l'administration américaine. Et au niveau de l'énergie, est-ce que dans quelle mesure la région est capable de survivre quand même une crise énergétique importante? Maintenant, si j'ai bien compris la situation de la production du pétrole dans le Golfe, le Koweït, l'Arabie Saoudite, et je viens de citer le Qatar, qui soit ils vont réduire la production, soit ils vont cesser de produire de production. Alors dans ce cas-là, les prix de pétrole vont flamber, on fera face à une flambée de ces prix-là et ça entraînerait des répercussions négatives sur le niveau de vie, sur le niveau des prix. C'est quelque chose certainement, le plus tôt cette guerre prendrait fin, plus tôt ça va certainement dans l'intérêt de tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, à votre avis, quel serait le scénario exemplaire capable de mettre terme à cette guerre? Moi, je pense personnellement que la décision incombe au président américain, qui a laissé entendre hier que pour prendre une telle décision, il va certainement coordonner avec le Premier ministre israélien. Et le dernier vient d'annoncer que la guerre contre l'Iran n'est pas finie encore. Alors si la décision américaine est liée à la volonté israélienne, alors nous sommes en face d'une guerre prolongée. Car le Premier ministre israélien, ses intérêts politiques et personnels exigent que la région ou son pays reste en guerre ouverte sur plusieurs fronts. Et voilà. Mais hier, le président américain a laissé entendre que peut-être dans une semaine, il va prendre une décision pour arrêter la guerre. Alors, attendons, on verra, mais les conséquences, les retombées de cette guerre sur l'économie américaine, sur les citoyens, sur la citoyenneté en Amérique, aux États-Unis, certainement ont commencé à être sentir. Et je pense que ça va exercer des pressions sur la Maison-Blanche de mettre fin à cette guerre. Mais à votre avis, est-ce que l'économie israélienne pourrait tenir bon face à cette guerre? Est-ce qu'Israël est capable de tenir longtemps face quand même à ces défis? Israël dépend de la largesse américaine, soit on parle sur le plan militaire, soit sur le plan économique et financier. Depuis 2 jours, l'administration américaine a approuvé la livraison des munitions dans l'ordre de 150 millions de dollars, sans prendre l'approbation du Congrès américain comme exigent les lois américaines. Mais pas seulement dans ce cas-là, mais depuis son établissement en 1948, Israël a tenu bon grâce à la largesse occidentale, soit des pays comme la France, l'Allemagne,
ou aujourd'hui, ou depuis 1967, de la largesse américaine. Sans cette largesse, je ne pense pas que Israël comme État, comme société, pourrait faire face à de telles guerres. Vous savez certainement que le Premier ministre israélien et les responsables israéliens ont dit qu'ils mènent une guerre sur 7 fronts. Et c'est dû, la seule raison pour laquelle Israël peut mener une guerre sur 7 fronts, et maintenant la guerre contre l'Iran, c'est grâce à l'aide et l'assistance américaine. Mais c'est une stratégie, ce n'est pas seulement l'assistance, mais la question qui se pose, mais pourquoi cette largesse? Ça, c'est une autre question, c'est un autre sujet, mais nous sommes toujours devant un projet colonial, une implantation coloniale à l'intérieur et au cœur du monde arabe sur les frontières de l'Égypte. Et à votre avis, est-ce que cette crise pourrait susciter ou inciter et créer une vague de déplacés et de réfugiés parmi les Israéliens? Je doute fort si ça pourrait arriver si l'Iran a les capacités militaires à mener cette guerre, à faire face à cette agression, à cette guerre conjointe entre les Américains et les Israéliens pour longtemps, et avec des missiles que la défense aérienne israélienne ne pourrait pas intercepter. Alors dans ce cas-là, avec une destruction massive de ces missiles, certainement on peut envisager une émigration des Israéliens, car beaucoup d'Israéliens ont une double nationalité. Alors vous avez des Israéliens français, des Israéliens américains, et je viens de lire un rapport qu'il y a presque 1200 soldats en Israël actuellement qui portent la nationalité américaine. Alors ça pourrait arriver. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir été avec nous. Et nous avons certainement davantage de précisions à vous présenter concernant la crise énergétique probable, concernant les répercussions économiques de la fermeture probable toujours du détroit d'Ormuz. À tout de suite. نحن في مصر حاولنا من خلال جهد مخلص نحن نقوم بدور إيجابي في